Je viens d'un pays où il n'y avait plus de futur et où j'ai passé 25 années à essayer de construire un cheminement de reconversion. Ce pays, petit pays, ça s'appelle le pays minier, dans le Pas-de-Calais. Vous connaissez peut-être le Pas-de-Calais parce que quand on passe à la télé, les gens pensent qu'on ne parle pas français. Alors, on nous met des sous-titrages. Quand les journalistes font une image, ils cherchent un enfant dont le nez coule et un carreau cassé. Dans ma commune, le sol a baissé de 15 mètres à peu près, à cause des affaissements miniers, c'est-à-dire qu'on a tiré le matériau en dessous. Alors c'est quand même assez surprenant parce que les rivières, elles coulent en sens inverse. Et les réseaux d'eau sont fracturés. Et les hommes mouraient à 40 ans, 50 ans de la silicose. C'était normal de donner sa vie pour élever ses enfants. C'était la règle. Un de mes grands-oncles est mort à 34 ans de la silicose, cette maladie qui ronge les poumons. Voilà, c'était assez terrible. Et les oiseaux étaient partis. Je vous parle des oiseaux parce qu'un oiseau est revenu et qu'il a tout changé. Comment il est revenu cet oiseau? Oui, j'ai oublié de dire quand même, très important, les richesses. Il y en a eu énormément produites. Énormément. Mais elles sont parties ailleurs. Et nous, moi, en tant qu'élu, on doit faire face à toutes les pollutions, à toutes les reconstructions. Mais rassurez-vous, l'oiseau est revenu. Pourquoi l'oiseau est revenu? Figurez-vous que chez nous, à l'arrière, il y a quelques montagnes noires. Les montagnes noires, on appelle ça des terris. Les terris, c'est ce qui a été extrait au fond, jusqu'à moins 1000 mètres dans ma commune. C'est du schiste, de la pierre, de la poutrelle. On appelle ça des crassiers, des tas de déchets, quoi. Et puis, parce que je suis ornithologue, un jour, j'observe un traquet moteux. Alors, j'ose pas vous demander qui ici connaît le traquet moteux, peut-être un ou deux. Enfin, si vous le voyez, vous le reconnaîtrez, il a un petit croupion blanc, adorable, étincelant. Et c'est un oiseau qui vit en montagne. Il a besoin de pierres pour nicher, sous la pelouse alpine, si vous allez faire du GR, vous en verrez. Et il vit dans les Alpes et il vit en Scandinavie. Et cet oiseau, qui remontait en migration prénuptiale, il a trouvé, avec les terris, un milieu qui lui convenait. Et mon terri hébergeait un oiseau rare. Et ça a complètement changé mon regard sur les terris que je voyais depuis que j'étais tout petit, que j'allais à l'école, comme ces montagnes qui étaient là, qui faisaient partie du paysage. Je pensais qu'il y en avait partout. Et ce terri, donc, qui hébergeait cet oiseau rare, ça a commencé à me faire changer de lunettes sur lui. Et j'ai rencontré des amis, des gens qui sont devenus des amis. J'ai rencontré des urbanistes, par exemple, qui disaient qu'eux aussi avaient changé leurs lunettes et qui disaient « mais les terris, dans ce pays plat du Nord, ce sont nos seuls repères, ce sont nos beffrois, ils structurent le territoire. » J'ai rencontré des artistes qui sont devenus des amis et qui me disaient « mais regarde ces triangles merveilleux qui montent au ciel, tout noir, tout pur. » Enfin, un petit cheminement, mais c'est vrai que c'était beau. J'ai rencontré des mineurs, bien sûr, qui disaient « les terris, c'est passé dans nos mains. C'est plein de sueur, c'est plein de notre sang, c'est nous, ces terris. » Et donc, avec ces pionniers qui avions changé de lunettes, on a décidé de s'organiser. On a décidé de créer une association qui s'appelle la Chaîne des Terris, parce qu'on en avait marre qu'en plus qu'on nous impose le chômage, on nous dise qu'on ne soit pas beau. Et qu'on nous dise qu'il fallait se renier. Parce qu'à l'époque, tout le monde disait « il faut raser tout ça ». Un jour, un journaliste me dit, France 3, j'étais tout jeune, il me dit « Monsieur Caron, je ne devrais pas vous interviewer. J'ai vu monsieur Tut qui m'a dit « mais arrêtez de donner la parole à ce mec, il est dangereux. Nous, on veut ressembler à tout le monde.
Et c'était terrible, cette volonté de négation, alors que 29 nationalités étaient venues travailler chez nous, qu'on avait un système de valeurs extraordinaire, que la vie dans les cités minières était 1000 fois plus joyeuse et agréable. Mais ce bassin minier recelait de plein de systèmes de valeurs. Donc on s'est organisé, et puis quand la dernière gaillette est remontée, parce que vous savez ce que c'est qu'une gaillette, pas sûr non plus, un morceau de charbon, un petit, un moyen, un gros. Un gros, c'est le jackpot. Donc, quand on a remonté la dernière gaillette du terri de la fosse de Wany, France 3 toujours a organisé un débat. Un débat entre le grand patron de l'empire des houillères, un monsieur qui avait plein de diplômes. Il faisait son job, lui. Il était là pour faire gagner des sous à sa boîte. Et pour lui, les terris, c'était des tas de matériaux. Ça se vendait, c'était des dollars. On ne disait pas encore des euros. Et moi, j'étais en face parce que j'étais un peu le représentant du monde qui va venir. On ne savait pas quoi. Mais j'avais créé la chaîne des terris, on avait un regard, on essayait de commencer à imaginer ce que pourrait être l'avenir. Donc on a fait ce débat, parce que j'étais quand même un peu tétanisé devant ce monsieur docteur S, je ne sais quoi. Mais moi, je n'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul parce que j'avais mon arrière-grand-père avec moi, qui avait été délégué mineur au fond de la mine, meneur de grève en 1900, qui avait appelé ses enfants Rosa, Juvénal, Danton, Ferrer, Églantine et mon grand-père, Voltaire. Juvénal et Danton ont été gardes du corps de Léon Blum. Ouais. Ils sont venus à Paris. J'étais pas tout seul parce que j'avais le traquet moteux avec moi. Et j'avais la nature. Et j'avais plein de culots. Bref, on a commencé à s'organiser pour se dire on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser prendre nos terris. Et on a gagné. Le ministre de l'Industrie, 1992, a imposé à Charbonnage de France, l'institution par excellence, une partition entre les terris qu'on allait garder pour la nature, les terris qu'on allait garder pour leur fonction symbolique, comme par exemple le terri renard à Denain, que Zola avait décrit dans Germinal. Ça, Germinal, vous l'avez lu normalement. Et puis les terris, quand même, quelques terris pour les matériaux. Et à partir de là, on a commencé à retrouver un peu de dignité et de fierté, tout simplement. On n'avait pas réglé nos problèmes, mais on savait qu'il y avait de la valeur, que tout ça c'était fragile, qu'il fallait s'organiser, et on a commencé à avoir un certain nombre de premiers résultats. J'ai créé une école de parapente. Alors ça, TF1 adoré. Des ailes rose fluo sur fond de terri, pour la télé, c'est du bonheur. Enfin, Antenne 2 aussi, on disait Antenne 2. On a travaillé sur notre trajectoire. Qu'est-ce qui nous fondait? Et on l'a pris par le culturel. On a organisé des sons et lumières avec des mineurs qui jouaient leur propre rôle, des sons et lumières participatifs. On a fait du land art sur les terris. Pendant qu'ici, Christo emballait le Pont-Neuf, nous, on faisait le Fujiyama. Entre-temps, j'ai été élu au conseil régional parce que les gens avaient dû estimer que tout ça, ça avait de l'importance, tous ces combats-là. Puis je suis devenu élu local. Et là, j'ai eu à m'occuper de l'urbanisme, du plan d'occupation des sols. Et très vite, il m'est apparu qu'on ne pourrait pas faire un plan d'occupation des sols sans un vrai projet de ville. Or, nous, on n'avait plus de ville, on n'avait plus de futur, comme au Far West, quand on a quitté les mines d'or et que tout est resté en l'état. Mais comment voulez-vous, où voulez-vous mettre 1 million de personnes? Un petit peu à Dunkerque, un petit peu au Havre, un petit peu à Paris. Ce n'était pas possible. Et donc, très vite, il m'est apparu qu'on ne pourrait faire de véritables plans d'occupation des sols, là où on mettrait l'agriculture, là où on mettrait les usines, là où on pourrait construire. On ne pourrait le faire que sur un vrai projet de ville nouvelle dans notre représentation, et que ça ne pourrait être qu'une œuvre collective. Que ça ne pouvait pas être à dire d'experts. Ce n'est pas un expert qui pouvait, même si on a besoin des experts, qui pouvaient nous dire notre futur.
Ce n'étaient pas les élus, même si on a besoin des élus, j'en fais partie, ils ont la légitimité. Ça ne pouvait se faire que dans un processus collectif. Et c'est comme ça qu'on a instillé le raisonnement, le virus d'habitants-acteurs, de mettre les gens en situation de commencer à coproduire la ville. Et nos premières expérimentations sont découlées de là. On avait une eau absolument catastrophique, 100 mg de nitrate, le double de la norme. Alors, dans le plan d'occupation des sols et dans nos actions de ville, il faudrait être draconien sur la protection de la ressource en eau. On était avec des maisons des mines où on avait le charbon gratuit qui étaient des passoires, alors l'éco-construction et la réhabilitation thermique devenaient absolument stratégiques. Et c'est comme ça que nos premières expérimentations sont sorties et que progressivement a commencé à se dessiner une vision. Une vision d'un nouveau modèle de développement, mais avec des signaux faibles. Un peu comme on dirait aujourd'hui, on sort de la société du gaspillage, on voit bien que le nouveau modèle de développement sera plutôt sur la sobriété et le recyclage, en prenant le contre-pied de nos histoires. Et donc, ce nouveau modèle de développement, qui n'était pas encore apparu, mais dont on touchait par petits bouts ce qui pourrait devenir progressivement, à nous qui avions vu l'homme et la nature martyrisés, on devait en même temps construire la transition. Et c'est très compliqué d'emmener une communauté, un collectif, et de dire on va changer de monde, mais on ne sait pas vers quel monde on va. Et c'est pour ça qu'on a énormément travaillé les questions de résilience. On a même travaillé avec des psychologues pour comprendre comment ça fonctionnait, cette capacité à réagir après un choc qui nous avait complètement déstructurés. Progressivement, la confiance s'est réinstallée par la qualité des collectifs qu'on avait montés, par le travail qu'on faisait ensemble, par le fait qu'on posait des actes sur la façon de reconquérir notre espace. Et puis, j'ai beaucoup insisté sur cette idée qu'il fallait libérer les initiatives. On sortait d'une société encadrée par le système des houillères. Le problème, c'est que quand vous devez inventer un monde, il faut faire des innovations. Et une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Mais c'est d'abord une désobéissance. Et donc, on a travaillé la question du droit à l'erreur. Parce que si vous n'avez jamais le droit de vous tromper, alors moi je vous garantis que jamais vous ne ferez quelque chose. Si vous avez des enfants et que vous les pistez en permanence et que vous les empêchez de transgresser un petit peu, alors ce sera difficile. Donc on a travaillé ces questions-là, on a multiplié les processus de prise d'initiative et on est progressivement devenu une ville pilote du développement durable. Progressivement. D'abord, on a essayé de travailler la question de la vision et du rêve. Parce que c'est terrible la période dans laquelle on est aujourd'hui. Nous, c'était il y a 25 ans. Collectivement, à l'échelle mondiale, où on en est aujourd'hui? Il est où le rêve? La vision qui permet de mobiliser des collectifs, qui permet de se mettre en mouvement. À beaucoup d'égards, nos actions politiques sont des actions de boutiquier. On change des petits bouts de trucs, mais on n'a pas véritablement de perspective. On avait besoin de cette vision et de ce rêve. Mais un rêve, c'est une étoile qui brille, qui vous donne envie. Si vous n'avez pas les petits cailloux blancs qui mènent à l'étoile, alors vous restez dans la sidération. Vous en avez envie de cette étoile, mais vous ne savez pas comment vous mettre en mouvement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur toute une série de signaux symboliques. L'Église en est un exemple. Alors, l'Église, c'est extraordinaire, parce que c'est l'idée qu'on va mettre les énergies renouvelables dans la ville du charbon, ce qui est quand même un petit pied de nez à l'histoire. Et, petite anecdote, on a sans arrêt des maires, des communautés de communes qui viennent nous visiter, qui disent mais comment, parce que c'est la première de France, mais comment vous avez réussi à faire cette église en capteur photovoltaïque? Et ils me posent des questions sur la charpente, sur le prix de rachat par EDF, sur la technologie en silicium amorphe ou pas. Et quand ils vont s'en aller, juste avant de partir, ils viennent me voir à voix plus basse, puis ils me disent « Mais comment ça s'est passé avec le curé ?» Parce que la vraie question, c'est celle-là. Comment va réagir la communauté catholique? Et moi, j'ai toujours la lettre de l'évêque sur moi.
quand ils viennent. Je le sais qu'ils vont me poser cette question-là. Et je leur montre la lettre de l'évêque, Monseigneur Jagère, si ça vous intéresse, qui nous a félicités sur le fait que cette Église participait de l'avancée du monde. D'ailleurs, pour la venue du COP 21 dans notre commune, qu'on a en prévision d'ici le mois de décembre, on a invité le pape, c'est vous dire. Je ne sais pas s'il va venir, hein, mais c'est vous dire. Mais c'est merveilleux de pouvoir travailler avec la communauté catholique et avec toutes les communautés dans la façon de construire progressivement la ville. Donc, l'Église, c'est un petit caillou blanc. Et puis enfin, besoin de processus collaboratifs, non pas de démocratie participative au sens où on va faire des réunions publiques pour vous demander ce que vous voulez. Ça s'appelle les cahiers de doléances. Et c'est monstrueux, ça. Pourquoi c'est monstrueux? Parce que vous dites, le maire m'a invité, je vais aller lui dire, je veux, que dis-je? J'exige, je paye des impôts, c'est quand même bien normal que j'exige. Alors vous me permettrez la formule, participation sans responsabilisation égale piège à con. Parce que si vous n'êtes que dans un processus d'expression de la demande, c'est absolument monstrueux. On consomme de l'action publique comme on consomme à Auchan. Et donc tous nos processus ont été basés sur une logique de responsabilisation des acteurs. Nos résultats, on a développé le solaire, on ne consomme plus un seul litre d'eau potable depuis au moins 10 ans pour les usages de la ville. C'est compliqué pour Veolia, il ne nous vend plus d'eau pour arroser notre terrain de foot. On prend de l'eau de pluie, tout simplement. Voilà. Et c'est juste du bon sens pour la population. On a massivement généralisé l'éco-construction et la réhabilitation thermique. On a aujourd'hui des gens qui payent, on m'a amené une facture, 197 € de chauffage à l'année dans un T4 pour une famille, 2 adultes, 2 enfants. 2 rues à côté au chauffage électrique, c'est 2000 €. Et les gens se caillent dans leur maison. Il n'y a pas besoin de grands baratins pour expliquer ce que c'est que le développement durable. On en parle à la sortie de l'école. C'est tout simple, c'est des signaux concrets. On a multiplié par 2 le nombre d'associations, on a renforcé les circuits courts, on a eu un retour des commerces parce que l'image de la commune avait considérablement changé, qu'elle devenait attractive. On a créé 350 emplois Dixit, l'INSEE. On a transformé notre grand site minier en une véritable cité scientifique, pôle d'excellence sur les écoactivités, pôle de compétitivité sur l'économie circulaire. Et puis, ce dont je suis le plus fier, en regardant les yeux dans les yeux, c'est que parce que l'histoire des mineurs vaut celle des rois, nous avons réussi à inscrire le bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Premier bassin classé au monde pour sa contribution à l'histoire de la planète, pas seulement l'histoire des châteaux et des cathédrales. Évidemment, ça participait de notre processus de recherche de dignité et de fierté. Bien sûr que l'UNESCO ramène des touristes, mais nous, ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. C'est une thérapie pour nous d'être inscrits à l'UNESCO. Ceci dit, s'il y a des touristes qui viennent, on les accueille, et si ça peut vous donner envie de venir découvrir le Traqué-Moteux, ce sera avec plaisir. 2 derniers résultats. Aux élections, on a été réélu avec 82,1% des voix. Le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais. Alors que je suis une erreur de l'histoire, je m'en excuse. Un écolo au pays des gueules noires. Vous avez déjà vu ça, vous? C'est pas possible, cette affaire. Donc ça a été un peu un coup de tonnerre sur cette idée que la reprise en main de son destin par une population générait des effets absolument magiques de qualité de notre communauté. Et puis la consécration, c'est que l'ADEME est venu pour nous labelliser comme son premier démonstrateur en France sur le développement durable, premier démonstrateur sociétal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à changer de modèle sans l'application de chacun, et pour que chacun soit impliqué, alors l'ensemble des petites actions comptent. Et quand vous vous brossez les dents et que vous fermez l'eau du robinet,
Vous contribuez à sauver la planète. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si on n'a pas des changements beaucoup plus globaux, sociétaux, si on ne réarticule pas ensemble les questions économiques, sociales et environnementales, qu'on continue à garder un certain modèle économique et à essayer d'éviter les fuites environnementales et les dégâts sur l'homme, si on ne pense pas l'ensemble comme un modèle de développement harmonieux où l'homme et la nature ne sont plus des variables d'ajustement, alors on n'y arrivera pas. C'est ça la période dans laquelle on est. Et c'est ça que nous, on a essayé de faire par toute une série de choses hyper chiantes dont je ne vais pas vous parler, la transversalité, les processus de coopération, tout ça c'est de la technique, on s'en fout. Mais l'idée c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à réorienter autrement notre modèle de développement et de ce point de vue-là, agir dans une ville, c'est merveilleux. Pourquoi ça marche ? Ça a marché parce qu'on s'est mis en trajectoire. Ça a marché parce qu'on a un projet collectif qui implique. Ça a marché parce qu'on ose et qu'on s'est affronté à un certain nombre de pensées uniques. Je pourrais faire au moins 3 talks là-dessus, sur les pensées uniques. Et parce qu'on a toujours essayé d'entrer par le réel et par le concret. Parce que ça, c'est absolument fondamental pour que les gens puissent rentrer dans le dispositif. Alors voilà, nous, on était dans le gouffre, pas au bord du gouffre, dans le gouffre. Dans le gouffre. Patrick Vivray a dit « L'humanité a rendez-vous avec elle-même au XXIe siècle ». Alors moi, je vous dis, redonnons du sens, remettons de la mise en responsabilité, et vous verrez qu'on peut reprendre prise. On avait de la chance, paradoxalement. On n'avait pas le choix, nous, il y a 25 ans. On avait l'épée dans les reins. On n'avait pas le choix, c'était notre chance. On est parti de nos valeurs. L'homme et la nature ne sont pas des variables d'ajustement. On a choisi un nouveau regard. Ça nous a changé nous-mêmes. On a retrouvé de la confiance, de la vision, une place pour chacun dans l'effort collectif d'inventer un nouveau modèle. Et puis surtout, on a retrouvé du désir de développement durable. Parce que si le développement durable, c'est qu'une addition de contraintes et des grands discours de morale, jamais le développement durable ne s'imposera. Alors que si on se remet en perspective et de considérer que dire bonjour à son voisin, plutôt que de lui faire la gueule ou faire une haie de 3 mètres de haut, aimer la nature et reprendre en main nous-mêmes notre destin, c'est tout simplement joyeux. Ça nous redonne prise. Et donc, aujourd'hui, tout n'est pas réglé à Los Angeles, bien entendu. Loin s'en faut. On est à notre petite échelle, on est en train de travailler au changement d'échelle. Chaque histoire est unique, la nôtre est unique, chacune d'entre vous est unique. Mais souvenez-vous, si vous changez de regard sur les choses, alors vous pourrez soulever des montagnes, pas seulement des terris. Merci.